Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, c'est celui qui a dit «Oh mais c'est les vacances, je vais vous faire plein de vidéos, vous allez voir, ça va être trop bien» et qui n'a rien fait pendant les vacances. Et oui, je plaide coupable. Coupable parce qu'en juillet, j'ai eu beaucoup de choses, notamment je suis littéralement parti en vacances, donc c'était vraiment un très bon mois de juillet. Je me suis bien amusé, c'était vraiment très chouette. Et le mois d'août, j'étais un petit peu raplapla. J'avais pas du tout le moral, j'étais complètement déprimé, n'exagérons pas, mais en tout cas j'avais envie de rien faire. Et je me voyais pas spécialement faire une vidéo en mode youpla boum, tagada de soin, alors qu'en réalité j'étais... J'ai pris le temps de me ressourcer, de me reposer et surtout de me mettre une bonne baffe. Parce que c'était hier mon déclic, je me suis dit bon maintenant ça suffit, tu arrêtes de déprimer, tu te remets au travail, tu prends tes affaires ma fille et on y va. Autre confession, je n'ai pas beaucoup lu ces 2 derniers mois. Je me suis rendu compte que en ce moment j'avais beaucoup de mal à lire pour une raison que j'ai enfin identifiée. C'est que lorsque je lis quelque chose, je n'arrive pas à me concentrer. Je me mets à penser à autre chose, soit à demain, soit, je ne sais pas, aux courses, soit à ce que je dois faire, soit à une personne, etc. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Et finalement, au bout d'un moment, j'arrive pas, je décroche, voire je prends mon portable et je commence à faire quelque chose qui va vraiment m'abrutir d'une certaine manière. J'ai toujours été comme ça, mais j'avais jamais aussi bien, identifié le problème. Et maintenant que je le vois, là, je me dis, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Alors comment, je ne sais pas trop encore. Je vais y réfléchir, je vais essayer de trouver des solutions, des astuces à mettre en place. Mais je réalise avec mon grand âge que je pense beaucoup trop. Et beaucoup trop mal parce que vu mes décisions et vu ce que je fais dans ma vie, a priori toutes ces pensées ne servent à rien. Mais c'est pas grave, j'ai quand même 3 livres à vous présenter, 3 livres extrêmement différents. Et en exclusivité, je vous propose pour la première fois mon tout nouveau générique. Alors soyez gentils, soyez aussi honnêtes, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi j'adorais vraiment mon ancien générique. Et en mettre un nouveau, ça a été vraiment très dur. Mais j'espère avoir réussi à dépasser ce que j'avais réussi à créer la première fois. J'ai eu un grand débat sur la longueur d'un générique. Parce que moi, je pensais que tout le monde adorait les génériques et qu'un générique de 30 secondes, c'était pas très long. Et en réalité, on m'a quand même dit, Trouillet, quand tu démarres une vidéo, est-ce que tu as vraiment envie de regarder un générique de 1 minute 30 secondes ? Moi, j'étais, s'il est bien, oui. En réalité, je me doute bien que vous avez plutôt envie d'aller vers directement le contenu de la vidéo que de voir se trémousser Sailor Moon. Pour autant, un générique, pour moi, c'est important, c'est l'identité, ça donne un peu le ton de la chaîne, ça donne aussi un peu l'ambiance. Et un générique, c'est merveilleux, c'est plein de couleurs, plein d'émotions. Moi, je rêverais d'être capable de faire des génériques un petit peu comme dans les mangas, dans les animés, où vous avez un générique où vous voyez tous les personnages, à un moment donné c'est triste, à un moment c'est joyeux, à un moment on est... et à un moment donné ils se battent, voilà. Donc ce sera rien de tout ça, je vous laisse et on se retrouve dans quelques secondes. Premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est un livre de science-fiction. C'est Les Enfants de Dune de Frank Herbert. Selon différents classements, c'est en principe le tome 3 de la grande saga Dune. Grande saga que j'ai commencé quand j'étais très jeune et que j'ai décidé de poursuivre puisqu'après tout, un relan d'intérêt pour cette série, notamment à travers les films. Je ne suis pas spécialement fan de Timothée Chalamet, mais j'aime toujours les sagas qui s'étalent sur de très nombreux tomes. Dans Les Enfants de Dune, on retrouve Leto et Ganima qui sont des jumeaux et qui ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils possèdent en eux la connaissance de leurs ancêtres. Tous les Atreides qui ont vécu bien avant eux sur des milliers d'années, ils ont ces connaissances-là à l'intérieur. Ce qui fait d'eux une sorte d'étrangeté, ce qui les rend extrêmement puissants, mais aussi extrêmement dangereux.
Cette connaissance infinie fait que ce ne sont plus vraiment des enfants. Ils sont capables très tôt de parler, ils ont une connaissance incroyable du monde et lorsqu'on les rencontre, on ne les rencontre pas vraiment parce que très souvent, ils nous connaissent déjà. Mais il y a aussi un très grand danger, c'est qu'ils peuvent se perdre à travers ce savoir et à travers ces ancêtres-là qui eux-mêmes tentent d'exister dans le corps de Leto ou de Ganima. Ils sont une anomalie qui n'avait pas été prévue par le Bene Gesserit, ce fameux ordre matriarcal qui tente de contrôler l'ADN pour produire l'empereur parfait, celui qui arrivera à diriger tout le monde, mais à la perfection. Donc, une menace pour un certain nombre de clans qui vont tenter d'essayer de les manipuler, de s'en emparer, de les tuer, de tout ce que vous voulez. Au même moment, sur la planète, il y a aussi un autre danger. Les vers qui sont à l'origine et qui produisent l'épice sont en train de disparaître. Il y a un grand changement sur la planète et tout le monde s'en inquiète. S'il n'y a plus d'épices, il n'y a plus ce produit capable de développer les pouvoirs psychiques, les pouvoirs de se diriger dans l'espace et ainsi de suite. Que dire de ce livre ? Moi, j'ai apprécié beaucoup de choses. D'abord, c'est de retrouver la plume de Frank Herbert qui est quand même vraiment agréable. C'est-à-dire que il ne se passe pas forcément grand-chose et pourtant, moi j'aime bien lire parce que ce sont des chapitres très courts qui se concentrent sur un personnage avec son point de vue. Alors parfois il y a un petit côté, vous savez, Feux de l'amour, parce que dans un épisode des Feux de l'amour, il y a, j'allais dire, 5-6 personnages avec des histoires différentes et on enchaîne à chaque fois. Donc parfois, quand on commence un chapitre de Dune, on a l'impression d'avoir le personnage avec son verre à cognac face à la fenêtre en train de dire il ne se doute pas que je suis en train de les manipuler, mais peut-être que machin est en train de me trahir. Et voilà, et ça dure 10 pages, et puis après on passe à un autre point de vue avec quelqu'un d'autre qui est en train cette fois-ci de parler. Et c'est que ça. Voilà. Globalement, c'est beaucoup de ça, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Ce qui m'a en réalité un peu dérangé, c'est de retrouver un personnage que j'aimais beaucoup dans les premiers tomes, que je ne vais pas nommer pour ne pas vous spoiler. Donc nous appellerons ce personnage Madame X. Et Madame X, moi j'avais de grandes attentes pour elle, et honnêtement, dans ce tome-là, je l'ai trouvée bête, décevante, méchante, c'est elle la grande méchante de ce tome. Elle sombre si facilement dans la folie, évidemment que c'est expliqué, évidemment que je le comprends, mais moi, j'ai eu un peu de mal avec ça. Vraiment, c'était... en quelques chapitres, elle était « Oh non, j'en ai marre de tout ça !» Et puis d'un seul coup, fantôme du grand-père Harkonnen qui apparaît « Mon enfant, rejoins-moi du côté du mal. »« Très bien, tonton, j'accepte. » Et puis, juste après, elle devient une femme manipulatrice, méchante, égoïste et surtout bête parce que ses plans ne marchent pas très très bien. Donc moi, j'ai bien aimé le côté soap opéra, mais j'ai quand même ressenti dans ce tome un côté... tome de transition en fait. J'ai l'impression qu'on est en train de nous préparer pour l'histoire suivante, mais que ce tome-là en lui-même n'apportait pas grand-chose. Tout était assez prévisible. Généralement, quand je lis Dune, c'est justement pour la fin, le dénouement final, et j'ai pas été vraiment surpris, abasourdi, à me dire oh. Ça a été une lecture qui était vraiment agréable et vraiment sympathique, mais ça n'a pas été mon grand choc de Dune comme ça a pu l'être pour le Messie de Dune justement, où je sais plus comment ça s'appelle le premier tome, mais c'est pas grave. C'était pas désagréable, mais ça m'a simplement donné envie de lire la suite, sans forcément en faire mon tome préféré de la saga. Voilà. J'ai ensuite décidé de sortir de ma zone de confort, et vous avez été nombreux et nombreuses à me recommander d'essayer de lire au moins une fois dans ma vie A Palais d'épines et de roses, A Court of Akota... Attendez... A Court of Thorn and Roses. Akotar. Un palais d'épines et de roses. Je l'ai dit. Très souvent, si on devait citer un roman qui est à l'origine de la romantaisie, ce serait peut-être celui-là. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est celui qui revient très souvent. Sarah J. Maas, qui serait presque à l'origine de cette vibe de romantaisie. Avec Akotar. Vous vous doutez bien que j'y suis allé avec des grosses pincettes en me disant qu'est-ce que ça va être.
ACOTAR, c'est une réécriture, ou plutôt une inspiration de La Belle et la Bête, dans laquelle on découvre le quotidien de Fer, une jeune fille d'une ancienne famille noble qui désormais est très pauvre et qui tente de subvenir aux besoins de son père et de ses sœurs. Son père est malade, ses sœurs ne font rien, donc elle chasse toute la journée en espérant retrouver un peu de nourriture pour aider sa famille. Sauf qu'un jour, elle tue par accident une fae. Or, il existe une règle bien étrange dans le monde des fae, que si l'on tue une fae, on est enlevé immédiatement le soir même par le mystérieux Tamlin pour aller vivre dans ce fameux palais. Donc, Fer se retrouve prisonnière d'un ignoble et méchant fae. Désolé, j'adore dire fae au lieu de dire fae. Et évidemment, elle ne fait que penser à sa famille, elle espère pouvoir retourner un jour chez eux, même si elle ne sait pas trop comment. Et elle est aussi très intriguée par le fameux Tamlin, qui a l'air très beau, très mystérieux, il a un masque, il a de nombreux secrets et il reste extrêmement charmant. On est dans l'histoire classique de La Belle et la Bête, une jeune fille enlevée chez un monstre qui progressivement tombe amoureuse de lui. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez bien écrit et je me suis laissé prendre au jeu, sachant qu'il ne se passe pas forcément grand chose dans la première partie du roman, puisque c'est surtout Fer qui s'ennuie et qui découvre un petit peu le manoir, ce qui s'y passe, les différentes personnes qui peuplent ce manoir et ses différentes interactions avec Tamlin. La deuxième partie est un peu plus agitée et plus intéressante, mais là aussi ses défauts et j'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Dans tous les cas, la plume de Sarah Gimas fait que c'est étonnamment assez agréable. Je me suis pas retrouvé à me dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de lire ?» comme j'ai pu l'être en lisant par exemple Hadès et Perséphone. Je regrette quand même que la réécriture de La Belle et la Bête ne soit pas poussée plus loin. Parce que très vite, en réalité, Fer, elle est très fascinée par Tamlin et moi j'aurais aimé qu'elle reste en fait pendant plus longtemps, au contraire, un peu terrorisée ou inquiète. Très vite, elle le défie, elle n'hésite pas à lui dire ses 4 vérités, elle fait un peu comme chez elle. J'aurais préféré que cette relation soit davantage tendue sur le long terme et pas très vite. Bon ben, je suis ici, donc voilà. On va un petit peu faire comme chez soi. De la même manière, Tamlin est extrêmement gentil avec Fer, alors qu'elle fait quand même n'importe quoi. Il est extrêmement patient avec elle, alors que c'est acté dès le début que Fer a quand même tué un membre de sa cour et un membre auquel il était attaché. Et cette tristesse-là, on la voit pas trop. Ce deuil-là n'est jamais traité. C'est expliqué. Moi, je trouve que ça enlève quelque chose à l'œuvre. Et j'aurais préféré justement vraiment qu'on voit un Tamlin en deuil et vraiment rancunier vis-à-vis de Fer, et une Fer qui est en permanence inquiète parce qu'elle pourrait être tuée au moindre moment. Et ça, cette partie-là, elle n'est pas vraiment développée. C'est très vite très clair que l'un et l'autre vont se rapprocher et que les crimes qu'a pu commettre Fer ou les crimes qu'ont pu commettre les fées par le passé ne les empêcheront pas de se mettre ensemble. J'étais un peu... ton idée est bonne, tu veux pas la jouer davantage ? Non, elle la joue pas davantage. Donc on a une héroïne qui très vite a un syndrome de Stockholm et qui tombe follement amoureuse de son Tamlin. Là où j'étais aussi un petit peu embêté, c'est qu'honnêtement, on ne comprend pas, une fois de plus, pourquoi elle l'aime. Qu'est-ce qui fait qu'il est si incroyable, si spécial, si ce n'est que c'est un fae ? Il n'y a rien d'autre. J'aurais préféré une fois de plus qu'on découvre le caractère des deux personnages qui fait qu'ils se rapprochent, on les voit rire ensemble, passer des moments, partager des passions, qu'elles s'intéressent à telle ou telle chose. C'est vrai que Fer fait un peu d'impâture et c'est un tout petit peu exploité par moments, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop léger. Le plot twist qui nous pousse à revoir autrement l'œuvre, j'ai trouvé ça très tiré par les cheveux, très mal fait. Et moi, honnêtement, j'étais surpris parce que c'était tellement improbable comme truc que j'y m'y attendais pas en fait. Voilà, je vais pas spoiler, je peux pas vous le dire, mais quand on découvre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, j'étais ah ouais, mais c'est tellement tordu comme manière de faire. Enfin, voilà. Ce qui fait que la deuxième partie, ça bouge un peu plus.
mais pareil, elle est tout aussi bizarre et je la trouvais un peu moins faite, moins bien faite. Je sais pas. La deuxième partie, on sent que c'est pas ce qu'elle sait faire de mieux, en tout cas qu'elle savait faire de mieux à l'époque. On a la pauvre Fer qui est soumise à des épreuves et honnêtement, les 3 épreuves, je les ai trouvées mais complètement nulles, les unes et les autres. La manière dont elle s'en sort à chaque fois, j'étais toujours un peu c'est autorisé ça. Il y a un passage où Fer et Tamlin sont trop épris l'un de l'autre, et alors qu'ils se retrouvent en prison, ne peuvent pas s'empêcher de faire crac-crac, et j'étais mais... Quoi Au lieu de passer plus de temps à se retrouver, à parler, à échanger d'informations essentielles, c'est vite, accouplons-nous. Bon, il y a un personnage, par contre, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, et c'est celui-là que j'ai envie de voir. C'est évidemment le personnage manipulateur, un peu fourbe, dans les ombres, qui est à la fois méchant et gentil, même s'il fait quand même des saloperies à faire, hein. Clairement, à un moment donné, j'étais... ouais, alors la notion du consentement chez lui, elle est quand même très vague, mais c'est ça qui m'agace, en fait. On sent que l'autrice va en faire un personnage ambivalent, qui fait des choses, des saloperies, clairement, et en même temps, elle le rend super intéressant pour qu'on se dise, j'ai envie de le voir développer dans les autres tomes. Est-ce qu'on peut créer un personnage qui soit fourbe et manipulateur sans forcément être le personnage qui va profiter de vous quand vous avez bu un peu trop d'alcool ? Est-ce que c'est possible de créer un personnage comme ça ? J'aimerais bien, merci. Honnêtement, j'ai quand même passé une bonne lecture. Ça m'a amusé, j'ai bien rigolé. Je sais pas si c'était le but. Je suis pas éperdument amoureux de Tamlin ou de la romance entre Tamlin et Fer ou je ne sais quoi. Ça m'a un peu... je suis quand même passé à côté. Mais j'ai trouvé que c'était un roman qui se lisait bien, qui était assez court et efficace. Et honnêtement, j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de ACOTAR. Peut-être un jour, sait-on jamais, après tout. De temps en temps, ça fait du bien des petites lectures un peu coupables. Ça risque de devenir ma lecture coupable, j'avoue. Et enfin, on termine par un livre qui m'a presque brisé, dirons-nous. Qui m'a rendu très triste, qui m'a fait pleurer par moments et qui me fera pleurer encore quand j'y repenserai peut-être parfois. Je parle de Thérèse Desqueyroux de François Mauriac. Alors là, on n'est ni dans de la romantaisie ni de la science-fiction. On est au contraire dans de la romance, de la littérature, j'allais dire blanche, pure. François Mauriac, à travers Thérèse Desqueyroux, nous raconte le quotidien d'une femme dans une famille bourgeoise et ses émotions, ce qu'elle ressent et le mal-être qu'elle explore. Thérèse Desqueyroux, ça commence avec la fin d'un procès. Un procès mystérieux parce qu'on ne sait pas trop de quoi était accusée Thérèse. On sait juste qu'elle s'en est sortie, donc ce qu'elle a fait n'était probablement pas grave. Et on comprend qu'a priori, c'était peut-être quelque chose comme une tentative d'assassinat ou de meurtre. Alors, est-ce qu'elle a essayé de se tuer elle-même ? Est-ce qu'elle a essayé de tuer son enfant, son mari, son amant, la belle-sœur ? On ne sait pas trop. Mais on va découvrir cela au fur et à mesure des pages, en partant de son enfance, comprendre ce qui la rendait heureuse très jeune et ce qui a commencé par la rendre malheureuse. Oh là 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 là. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui est à la fois simple et en même temps complexe. D'abord, le style de Mauriac est franchement pas toujours évident. Des fois, j'étais complètement perdu, notamment à cause de la temporalité. Mais on se retrouve dans la pensée de Thérèse, qui au départ une jeune fille qui assez innocente et qui se retrouve attachée envers Anne, qui est sa meilleure amie, avec qui elle partage tout et avec qui elle rêve et elles imaginent plein de choses. Sauf qu'à un moment donné, Thérèse se retrouve à épouser le frère d'Anne, puisqu'elle est destinée plus ou moins à cela, hein, vous savez, les mariages arrangés, tout ça. Et Thérèse l'accepte volontiers, après tout, ça lui permet d'entrer dans la famille d'Anne, d'être relativement proche de cette jeune fille et de continuer à développer leur amitié. Sauf qu'à un moment donné, Anne envoie des lettres à Thérèse pour lui dire qu'elle est amoureuse d'un garçon, qu'elle va s'enfuir avec ce garçon parce que c'est ce garçon-là qu'elle veut épouser. Et là, Thérèse, soudainement, elle est furieuse, elle est jalouse, elle est énervée, parce qu'elle se rend compte que Anne, elle est amoureuse, que elle
Thérèse ne l'est pas du tout, que Anne va vivre cette romance auquel Thérèse n'a jamais eu droit. Thérèse, elle s'est pas enfuie avec le premier homme qu'elle a rencontré. Et le mari de Thérèse, le frère d'Anne, demande à Thérèse d'aller voir Anne pour la remettre sur le droit chemin. Que va faire Thérèse? Plein de sentiments contradictoires et conflictuels. Et c'est un peu le début de ce qui est brisé en elle. La découverte du bonheur à travers cette fameuse Anne, et aussi un sentiment très ambigu, moi, que je me suis posé tout au long du roman, que ressent vraiment Thérèse pour Anne. On a une réponse à travers les écrits de Mauriac, qui lui-même dit s'être inspiré de plusieurs femmes pour parler de Thérèse. Et en fait, je pense, on le comprend, que Thérèse a une attirance pour les femmes au fur et à mesure du roman, et ce qui fait qu'elle ne sera jamais heureuse dans son mariage avec son mari, dans le fait d'avoir un enfant, et même dans cette espèce de jalousie vis-à-vis d'Anne. J'ai trouvé ça très profond, très bien fait. J'ai trouvé ça d'une tristesse terrible parce que, sans dire que je me revis à la place de Thérèse, qui n'est pas du tout le cas, je ne peux pas me rattacher à Thérèse, j'ai complètement partagé son sentiment de solitude, de tristesse, sa colère aussi. Des fois, elle est effroyable, elle est très méchante, Thérèse. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va commettre un crime. Je vous lis donc le passage dans lequel Thérèse reçoit la fameuse lettre d'Anne qui lui apprend qu'elle a un amant. Thérèse ne lut pas plus avant. Comme elle glissait le feuillet dans l'enveloppe, elle y aperçut une photographie qu'elle n'avait pas vue d'abord. Près de la fenêtre, elle contempla ce visage. C'était un jeune garçon dont la tête, à cause des cheveux épais, semblait trop forte. Thérèse, sur cette épreuve, reconnut l'endroit, ce talus où Jean Azevedo se dressait, pareil à David. Il y avait derrière une lande où paccageaient des brebis. Il portait sa veste sur le bras, sa chemise était un peu ouverte. Thérèse leva les yeux et fut étonnée de sa figure dans la glace. Il lui fallut un effort pour desserrer les dents, avaler sa salive. Elle frotta d'eau de Cologne ses tempes, son front. Elle connaît cette joie? Et moi alors? Et moi? Pourquoi pas moi? La photographie était restée sur la table, tout auprès luisait une épingle. J'ai fait cela, c'est moi qui ai fait cela. Dans le train cahotant, et qui, à une descente, se précipite, Thérèse répète. Il y a 2 ans déjà, dans cette chambre d'hôtel, j'ai pris l'épingle, j'ai percé la photographie de ce garçon à l'endroit du cœur. Non pas furieusement, mais avec calme, et comme s'il s'agissait d'un acte ordinaire. Au lavabo, j'ai jeté la photographie, ainsi transpercée, j'ai tiré la chasse d'eau. Voilà, ce passage où elle est furieuse, elle est jalouse, et on ne comprend pas trop, est-ce qu'elle est jalouse parce que Anne a un amant, ou est-ce qu'elle est jalouse de ce que ressent Anne, ou elle est jalouse parce qu'elle aussi, ce Jean, elle l'aime beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur la fin. Je m'attendais à quelque chose de terrible, et honnêtement, la fin m'a quand même... je ne sais pas comment vous le dire, sans trop raconter la fin, juste que elle m'a rendu très triste, et en même temps elle m'a fait du bien d'une certaine manière. Voilà, c'est Thérèse Desqueyroux, j'ai du mal à vous en parler, à vous dire exactement tout ce que ce livre m'a fait ressentir, parce qu'en plus il y a une partie, je pense, qui est très personnelle et que j'ai beaucoup de mal à exprimer. Juste que c'est une lecture que je n'oublierai pas, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je le redis et je le conseille, François Mauriac, c'est un auteur extraordinaire. Si un jour vous avez l'occasion, lisez Le Nid de Vipère, qui est un livre incroyable, qui vous retourne le cerveau. Et Mauriac a une façon de raconter la famille bourgeoise qui est si incroyable, si extraordinaire, si sincère et si véritable. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que les mots me manquent pour vous parler de Thérèse Desqueyroux. À ne pas confondre avec Thérèse Raquin, ça c'est Émile Zola. Et voilà, c'était mes 3 lectures du mois de juin, juillet, août. J'ai commencé d'autres livres et j'espère pouvoir vous en parler très vite. J'essaie d'être beaucoup plus sérieux et de me remettre à la lecture vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime et ça me fait du bien. Je pense que mentalement j'en ai besoin, ça me permet de me détendre et j'ai besoin de détente.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger, de discuter, de rire avec vous. J'adore rire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de mes lectures, de vos lectures, de vacances, si vous avez lu, bien lu, pas lu, et ce que vous avez pensé de mon générique. L'avez-vous trouvé trop long? Est-ce que je dois le couper? J'ai une version plus courte. J'hésite à vous la proposer, mais voilà. Et pour vous dire au revoir, bah, je vous mets l'ancien générique, parce qu'après tout, j'ai déjà un problème avec des copyrights, autant avoir encore plus de soucis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine, une très belle rentrée. Au revoir tout le monde, merci à vous, bye bye.